Je reviens ici parce que ça a coupé. Donc où j'en étais. On savait même si peu ce qui se rapporte à la guerre, qui cependant était la grande affaire du moment, que nos généraux se figuraient devoir être attaqués par une cavalerie analogue à celle des Mamelouks d'Égypte, tandis que nos principaux adversaires, les Turcs d'Alger, n'ont jamais combattu qu'à pied. C'est dans cette ignorance de toute chose que nous nous mîmes à la voile, ce qui ne nous empêcha pas de vaincre, car sur un champ de bataille, la victoire est au plus brave et au plus fort et non au plus savant. Mais après le combat, nous ne tardâmes pas à voir qu'il ne suffit pas pour pouvoir gouverner une nation de l'avoir vaincue. Vous vous rappelez, monsieur, ce que je vous ai dit précédemment, que tout le gouvernement civil et militaire de la Régence était dans les mains des Turcs. À peine étions-nous maîtres d'Alger que nous nous hâtâmes de réunir tous les Turcs sans en oublier un seul, depuis le Dey jusqu'au dernier soldat de sa milice, et nous transportâmes cette foule sur la côte d'Asie. Afin de mieux faire disparaître les vestiges de la domination ennemie, nous avions eu soin précédemment de lacérer ou de brûler tous les documents écrits, registres, administratifs, pièces authentiques ou autres, qui auraient pu perpétuer la trace de ce qui s'était fait avant nous. De ce qui s'était fait avant nous. Oh, j'en suis là. Ah, voilà. Ouais. De tout ce qui s'était fait avant nous. La conquête fut une nouvelle ère, et de peur de mêler d'une façon irrationnelle le passé au présent, nous détruisîmes même un grand nombre des rues d'Alger, afin de les rebâtir suivant notre méthode, et nous donnâmes des noms français à toutes celles que nous consentions à laisser subsister. Je pense en vérité, monsieur, que les Chinois dont je parlais plus haut n'auraient pu mieux faire. Que résulta-t-il de tout ceci? Vous le devinez sans peine. C'est en 1837, n'oubliez pas. Le gouvernement turc possédait à Alger un grand nombre de maisons, et dans la plaine une multitude de domaines, mais ces titres de propriété avaient disparu dans le naufrage universel de l'ancien ordre des choses. Il se trouva que l'administration française, ne sachant ni ce qui lui appartenait ni ce qui était resté en la légitime possession des vaincus, manqua de tout, se crut réduite à s'emparer au hasard de ce dont elle avait besoin, au mépris du droit et des droits. Le gouvernement turc souchait paisiblement le produit de certains impôts que par ignorance nous ne pûmes lever à sa place, et il nous fallut tirer l'argent dont nous avions besoin de France, ou l'extorquer à nos malheureux sujets, avec des façons beaucoup plus turques qu'aucune de celles dont les Turcs se fussent jamais servis. Si notre ignorance fit ainsi que le gouvernement français devint irrégulier et oppresseur dans Alger, elle rendit tout gouvernement impossible au dehors. Les Français avaient renvoyé les caïds des outans en Asie, ils ignoraient absolument le nom, la composition et l'usage de cette milice arabe qui faisait auxilièrement la police et levait l'impôt sous les Turcs, et qu'on nommait, comme je l'ai dit, la cavalerie du Merzem. Ils n'avaient aucune idée de la division des tribus et de la division des rangs dans les tribus. Ils ignoraient ce que c'était que l'aristocratie militaire des spahis, et quant aux marabouts, ils ont été fort longtemps à savoir, quand on en parlait, qu'il s'agisse d'un tombeau ou d'un homme. Les Français ne savaient aucune de ces choses, et pour dire la vérité, ils ne s'inquiétèrent guère de les apprendre. À la place d'une administration qu'ils avaient détruite jusque dans ses racines, ils imaginèrent de substituer, dans les districts que nous occupions, militairement l'administration française. Essayez, monsieur, je vous prie, de vous figurer ces agiles et indomptables enfants du désert enlacés au milieu des mille formalités de notre bureaucratie et forcés de se soumettre aux lenteurs, à la régularité, aux écritures et aux minutieux de notre centralisation. On ne conserva de l'ancien gouvernement du pays que l'usage du yatagan et du bâton comme moyen de police. Tout le reste devint français. Ceci s'appliquait aux villes et aux tribus qui les touchent. Quant au reste des habitants de la Régence, on n'entreprit pas même de les administrer. Après avoir détruit leur gouvernement, on ne leur en donna aucun autre. Je sortirais du cadre que je me suis tracé si j'entreprenais de faire l'histoire de ce qui s'est passé depuis 7 ans en Afrique. Je veux seulement mettre... on va y aller. Je veux... Où j'en suis? On y va. On remonte. Attends. Je sortirais du cadre que je me suis tracé si j'entreprenais de faire l'histoire de ce qui s'est passé depuis 7 ans en Afrique. Je veux seulement mettre le lecteur en état de le comprendre. Depuis 300 ans que les Arabes qui habitent l'Algérie étaient soumis aux Turcs, ils avaient entièrement perdu l'habitude de se gouverner eux-mêmes. C'est vu par un colon français, faut pas oublier. Donc faut pas qu'on s'approprie sa lecture. Les Arabes, comme si on dirait les Français de souche, c'est un peu ça. On minimise tout ce qu'il y a avant.
Donc, les principaux d'entre eux avaient été écartés des affaires générales par jalousie des dominateurs. Le marabout, faut pas oublier non plus que malgré que, oui, il y avait la domination turque au début, il y a eu beaucoup de mariages. Bon, ça, je reviendrai dessus. Je vais vous lire la lettre. Depuis 300 ans que les Arabes qui habitent l'Algérie étaient soumis aux Turcs, ils avaient entièrement perdu l'habitude de se gouverner eux-mêmes. Les principaux d'entre eux avaient été écartés des affaires générales par la jalousie des dominateurs. Le marabout était descendu de son coursier pour monter sur un âne. Le gouvernement turc était un détestable gouvernement, mais enfin il maintenait un certain ordre, et bien qu'il autorisât tacitement les guerres des tribus entre elles, il réprimait le vol et assurait les routes. Il dit, il n'y avait rien, on est venu en Algérie, tout était désert, genre. Il était de plus le seul lien qui existait entre les peuplades diverses, le centre où venaient aboutir tant de rayons divergents. Le gouvernement turc détruit, sans que rien le remplaçât, le pays qui ne pouvait encore se diriger lui-même tomba dans une effroyable anarchie. Toutes les tribus se précipitèrent les unes sur les autres dans une immense confusion. Le brigandage s'organisa de toutes parts. L'ombre même de la justice disparut et chacun eut recours à la force. Ceci s'applique aux Arabes. Quant aux Kabyles, comme ils étaient à peu près indépendants des Turcs, la chute des Turcs ne produisit que peu d'effet sur eux. Ils restèrent vis-à-vis des nouveaux maîtres dans une habitude à peu près analogue à celle qu'ils avaient apprise vis-à-vis des anciens. Seulement ils devinrent encore plus inabordables. La haine naturelle qu'ils avaient des étrangers venait à se combiner avec l'horreur religieuse qu'ils éprouvaient pour les chrétiens dont la langue, les lois et les mœurs leur étaient inconnues. Les hommes se soumettent quelquefois à la honte, à la tyrannie, à la conquête, mais ils ne souffrent jamais longtemps l'anarchie. Il n'est point de peuple si barbare qu'ils échappent à cette loi générale de l'humanité. Quand les Arabes, que nous cherchons souvent à vaincre et à soumettre, mais jamais à gouverner, se furent livrés quelque temps à l'enivrement sauvage que l'indépendance individuelle fait naître, ils commencèrent à chercher instinctivement à refaire ce que les Français avaient détruit. On vit paraître successivement au milieu d'eux des hommes entreprenants et ambitieux. De grands talents se révélèrent dans quelques-uns de leurs chefs, et la multitude commença à s'attacher à certains noms comme à des symboles d'ordre. Les Turcs avaient éloigné l'aristocratie religieuse des Arabes de l'usage des armes et de la direction des affaires publiques. Les Turcs détruits, on la vit presque aussitôt redevenir guerrière et gouvernante. L'effet le plus rapide et le plus certain de notre conquête fut de rendre aux marabouts l'existence politique qu'ils avaient perdue. Ils reprirent le cimetière de Mahomet pour combattre les infidèles. Voilà. Pour combattre... On est où là? Ouais, on y arrive. Pour combattre les infidèles, ils ne tardèrent pas à s'en servir pour gouverner leurs concitoyens. Ceci est un grand fait qui doit fixer l'attention de tous ceux qui s'occupent de l'Algérie. Nous avons laissé renaître l'aristocratie nationale des Arabes. Il ne nous reste plus qu'à nous en servir. À l'ouest, dans la province d'Alger, près des frontières de l'Empire du Maroc, était fixée depuis longtemps une famille de marabouts très célèbre. Elle descendait de Mahomet lui-même, et son nom était vénéré dans toute la régence. Ça, c'est des mythos, hein. C'est pas grave. Au moment où les Français prirent possession du pays, le chef de cette famille était un vieillard appelé Mahieddin. À l'illustration de la naissance, Mahieddin joignit l'avantage d'avoir été à la Mecque et de s'être longtemps et énergiquement opposé aux exactions des Turcs. Sa sainteté était en grand honneur et son habileté connue. Lorsque les tribus des environs commencèrent à sentir ce malaise insupportable que cause aux hommes l'absence du pouvoir, elles vinrent trouver Mahieddin et lui proposèrent de prendre la direction de leurs affaires. Le vieillard les réunit toutes dans une grande plaine, là où il leur dit qu'à son âge il fallait s'occuper du ciel et non de la terre, qu'il refusait leur offre, mais qu'il les priait de reporter leur suffrage sur un de ses plus jeunes fils qu'il leur montra. Il énuméra longuement les titres de celui-ci à gouverner ses compatriotes. Sa piété précoce, son pèlerinage au lieu saint, sa descendance du prophète. Il fit connaître plusieurs indices frappants dont le ciel s'était servi pour le désigner au milieu de ses frères, et il prouva que toutes les anciennes prophéties qui annonçaient un libérateur aux Arabes s'appliquaient manifestement à lui. Les tribus proclamèrent d'un commun accord le fils de Mahieddin Emir el-Moumenen, c'est-à-dire chef des croyants. Ce jeune homme, qui n'avait alors que 25 ans et était un chétif apparent, s'appelait Abdelkader. Telle est l'origine de ce chef singulier. L'anarchie fit naître... Où j'en suis? Je remonte. L'anarchie fit naître son pouvoir. L'anarchie l'a développé sans cesse, et avec la grâce de Dieu et la nôtre, après lui avoir livré la province d'Oran et celle de Titeri, elle mettra entre ses mains Constantine et le rendra bien plus puissant que ne le fut jamais le gouverneur turc qu'il remplace. Il parlait de mon aïeul, hein. Mais c'est pas grave, c'est des mythos tout ça. Mais je continue de lire. Tandis que ces choses se passaient à l'ouest de la Régence, l'Est offrait un autre spectacle.
À l'époque où les Français prirent Alger, la province de Constantine était gouvernée par un bey nommé Ahmed. Ce bey, contrairement à tous les usages, était Koulourli, c'est-à-dire fils d'un Turc et d'une Arabe, d'une Kabyle, Ben Ghana. C'est mon arrière-grand-mère. Ce fut un hasard singulièrement heureux qui lui permit, après la prise... Et son père, c'était pas un Turc, c'était un Koulourli lui aussi, parce que la grand-mère de Ahmed Bey, c'était une Mokrani, mariée à Ahmed El Koulé. Mais ça, c'est des erreurs, mais c'est pas grave. Ce fut un hasard singulièrement heureux qui lui permit, après la prise d'Alger, de se soutenir d'abord dans Constantine, avec l'appui des compatriotes de son père, et plus tard de fonder son pouvoir sur les tribus environnantes à l'aide des parents et des amis de sa mère. Tandis que tout le reste de la régence abandonnée par les Turcs et non occupée par les Français tombait dans le plus grand désordre. Où j'en suis? Je remonte. Tandis que tout le reste de la régence abandonnée par les Turcs et non occupée par les Français tombait dans le plus grand désordre, une certaine forme de gouvernement se maintenait donc dans la province de Constantine et Ahmed, par son courage, sa cruauté, son énergie, y fondait l'empire assez solide que nous cherchons à restreindre ou à détruire aujourd'hui. Ainsi donc, au moment où nous parlons, 3 puissances sont en présence sur le sol de l'Algérie. À Alger et sur divers points de la côte sont les Français. À l'ouest et au sud, une population arabe qui après 300 ans se réveille et marche sous un chef national. À l'est, un reste de gouvernement turc représenté par Ahmed, ruisseau qui coule encore après que la source a tari et qui ne tardera pas à tarir lui-même ou à se perdre dans le grand fleuve de la nationalité arabe. Entre ces 3 puissances et comme enveloppées de toutes parts par elles, se rencontre une multitude de petites peuplades kabyles qui échappent également à toutes les influences et se jouent de tous les gouvernements. Il serait superflu de rechercher longuement ce que les Français eussent dû à faire à l'époque de la conquête. On peut dire seulement en peu de mots qu'il fallait d'abord se mettre simplement et autant que notre civilisation le permet à la place des vaincus, que loin de vouloir en commençant subsister nos usages administratifs aux leurs, il fallait pour un temps y plier les nôtres, conserver les délimitations politiques, prendre à notre solde les agents du gouvernement déchu, admettre ses traditions et garder ses usages. Au lieu de transporter les Turcs sur la côte d'Asie, il est évident qu'on devait conserver avec soin les plus grands nombres d'entre eux, privés de leurs chefs, incapables de gouverner par eux-mêmes et craignant le ressentiment de leurs anciens sujets. On en est où? Craignant. Là, on remonte. Craignant le ressentiment de leurs anciens sujets, cela n'aurait pas tardé à devenir notre intermédiaire les plus utiles et nos amis les plus zélés, ainsi que l'ont été certains Koulourlis qui tenaient cependant de bien plus près aux Arabes que les Turcs et qui pourtant ont presque toujours mieux aimé se jeter dans nos bras que dans les leurs. Quand une fois nous aurions connu la langue, les préjugés et les usages des Arabes, après avoir hérité du respect que les hommes portent toujours à un gouvernement établi, il nous aurait été loisible de revenir peu à peu à nos usages et de franciser le pays autour de nous. Mais aujourd'hui que les fautes sont irrévocablement commises, que reste-t-il à faire? Et quelle espérance raisonnable doit-on concevoir? Distinguons d'abord avec soin les 2 grandes races dont nous avons parlé plus haut, les Kabyles et les Arabes. Quant aux Kabyles, il est visible qu'il ne saurait être question de conquérir leur pays ou de le coloniser. Leurs montagnes. Attends. Alors. Leurs montagnes sont quant à présent impénétrables à nos armées et l'humeur inhospitalière des habitants ne laisse aucune sécurité à l'Européen isolé qui voudrait aller paisiblement s'y créer un asile. Les pays des Kabyles nous est fermé, mais l'âme des Kabyles nous est ouverte et il ne nous est pas impossible d'y pénétrer. J'ai dit précédemment que le Kabyle était plus positif, moins croyant, infiniment moins enthousiaste que l'arabe. Chez les Kabyles, l'individu est presque tout, la société presque rien. Ils sont aussi éloignés de se plier uniformément aux lois d'un seul gouvernement pris dans leur sein que d'adopter le nôtre. La grande passion du Kabyle est l'amour des jouissances matérielles et c'est par là qu'on peut et qu'on doit le saisir. Quoique les Kabyles nous laissent beaucoup moins pénétrer chez eux que les Arabes. D'accord, ils se montrent beaucoup moins enclins à nous faire la guerre. Et lors même que quelqu'un d'entre eux prenne contre nous les armes, les autres ne laissent point les fréquenter nos marchés et de venir nous louer leurs services. La cause de cela est qu'ils ont déjà découvert le profit matériel qu'ils peuvent tirer de notre voisinage. Ils trouvent fort avantageux de venir nous vendre leurs denrées et acheter celles des nôtres qui peuvent convenir à l'espèce de civilisation qu'ils possèdent. Et quoiqu'ils ne soient pas encore en état de se procurer notre bien-être, il est déjà facile de voir qu'ils admirent et qu'ils trouveraient fort doux d'en jouir. La vue d'un colon, faut pas oublier.
Il est évident que c'est par notre art et non par nos armes qu'il s'agit de dompter de pareils hommes. S'il continue à s'établir entre les Kabyles et nous des rapports fréquents et paisibles, que les premiers n'aient point à redouter notre ambition et rencontrent parmi nous une législation simple, claire et sûre qui les protège, il est certain... On en est où? On en est où? On remonte. Où est-ce que je suis partie? Oui, ouais. Il est certain que bientôt ils redouteront plus la guerre que nous-mêmes et que cet attrait presque invincible qui attire les sauvages vers l'homme civilisé du moment où ils ne craignent pas pour leur liberté se fera sentir. On verra alors les mœurs et les idées des Kabyles se modifier sans qu'ils s'en aperçoivent et les barrières qui nous ferment leur pays tomberont d'elles-mêmes. Le rôle que nous avons à jouer vis-à-vis des Arabes est plus compliqué et plus difficile. Les Arabes ne sont pas fixés solidement au sol, et leur homme est bien plus mobile encore que leur demeure. Quoiqu'ils soient passionnément attachés à leur liberté, ils prisent un gouvernement fort et ils aiment à former une grande nation. Et quoiqu'ils se montrent fort sensuels, les jouissances immatérielles ont un grand prix à leurs yeux, et à chaque instant l'imagination les enlève vers quelque bien idéal qu'elle leur découvre. Avec les Kabyles, il faut s'occuper surtout des questions d'équité civile et commerciale, avec les Arabes de questions politiques et religieuses. Il n'a pas tort. Il y a un certain nombre de tribus arabes qui peuvent et qui doivent être dès à présent gouvernées directement par nous, et un grand nombre sur lesquels nous ne devons, quant à présent, vouloir obtenir qu'une influence indirecte. Au bout de 300 ans, le pouvoir des Turcs ne s'était établi que très incomplètement sur les tribus éloignées des villes. Les Turcs, cependant, étaient mahométans comme les Arabes, leurs musulmans. Ils avaient des habitudes analogues aux leurs, et ils étaient parvenus à écarter des affaires l'aristocratie religieuse. Il est aisé de voir que n'ayant point pour nous aucun de ces avantages, et étant en but à des difficultés beaucoup plus grandes, nous ne pouvons espérer d'obtenir de ces tribus la puissance qu'avaient acquise les Turcs, ni même d'en approcher. Sur ce point, notre immense supériorité militaire nous est presque inutile. Elle nous permet de vaincre, mais non de retenir sous nos lois des populations nomades s'enfonçant au besoin dans des déserts où nous ne pouvons les suivre, nous laissant nous-mêmes au milieu d'un désert où nous ne saurions subsister. Tout l'objet de nos soins présents doit être de vivre en paix avec ceux des Arabes que nous n'avons pas l'espérance actuelle de pouvoir gouverner et de les organiser de la manière la moins dangereuse à notre futur, à nos progrès futurs. L'anarchie des Arabes qui est si funeste à ces peuples, vous allez comprendre mieux maintenant. L'anarchie des Arabes qui est si funeste à ces peuples nous est fort nuisible à nous-mêmes, car n'ayant ni la volonté ni le pouvoir de les soumettre tout à coup par nos armes, nous ne pouvons espérer agir sur eux qu'à la longue par le contact de nos idées et de nos arts, ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que la paix est un certain nombre régneront chez eux. L'anarchie d'ailleurs qui pousse les tribus les unes sur les autres les précipite sans cesse sur nous et ôte à nos frontières toute sécurité. Nous avons donc un grand intérêt à recréer un gouvernement chez ces peuples, et il n'est peut-être pas impossible d'arriver à ce que ce gouvernement dépende en partie de nous. Aujourd'hui que le spectre vient d'échapper des mains qui le tenaient depuis 3 siècles, personne n'a un droit incontestable à gouverner, ni de chance probable de fonder d'ici à longtemps un pouvoir incontesté. Toutes les puissances qui vont s'établir en Afrique seront donc chancelantes. Et si notre appui est donné avec fermeté, avec justice et avec durée, les nouveaux souverains seront sans cesse portés à y voir recours. Ils dépendront donc de nous en partie. On doit viser avant tout ce que les Arabes indépendants s'habituent à nous voir, nous mêler de leurs affaires intérieures et se familiariser avec nous. Car il faut bien s'imaginer qu'un peuple puissant et civilisé comme le nôtre exerce par le seul fait de la supériorité de ses lumières une influence presque invincible sur des petites peuplades à peu près barbares, et que pour forcer celles-ci à s'incorporer à lui, il lui suffit de pouvoir établir des rapports durables avec elles. Mais si nous avons intérêt à créer un gouvernement chez les Arabes de la Régence, nous avons un intérêt bien plus visible à ne point y laisser établir un seul gouvernant, car alors le péril serait fort supérieur à l'avantage. Il nous importe beaucoup, sans doute, de ne pas laisser les Arabes livrés à l'anarchie, mais, alors on est là, mais, là on arrive, on repart, mais il nous importe encore plus de ne pas nous exposer à les voir ranger tous en même temps contre nous. C'est sous ce point de vue que le dernier traité avec Abdelkader et l'expédition
projetées à Constantine sont de nature à exciter quelques craintes. Vous voyez ? 1837, il a écrit ça. Rien de plus désirable que d'établir et de régulariser la puissance d'un nouvel émir dans la province d'Oran, où son pouvoir était déjà fondé, mais le traité lui concède en outre le gouvernement du beylik de Titeri, et je ne puis m'empêcher de croire que l'expédition qui se prépare aura pour résultat final de lui livrer la plus grande partie de la province de Constantine. On peut être assuré qu'au degré de puissance où Abdelkader est parvenu, toutes les populations arabes qui se retrouvent en son chef viendront d'elles-mêmes à lui. Il est donc imprudent de détruire ou même ébranler les pouvoirs arabes indépendants d'Abdelkader. Il faudrait bien plutôt songer à en susciter qui n'existe pas encore. Or, si notre expédition de Constantine réussit, comme il y a tout lieu de le croire, elle ne pourra guère avoir pour résultat que de détruire Ahmed, sans mettre rien à sa place. Nous renverserons le Koulourli, et nous ne pourrons lui succéder ni lui donner un successeur arabe. Notre victoire livrera dans les tribus qui sont soumises à Ahmed à une indépendance. Il faudrait bien plutôt songer à un susciter qui n'existe pas encore. Or, si notre expédition de Constantine réussit, comme il y a tout lieu de le croire, elle ne pourra guère avoir pour résultat que de détruire Ahmed sans mettre rien à sa place. Nous renverserons le Koulourli et nous ne pourrons lui succéder ni lui donner un successeur arabe. Notre victoire livrera donc les tribus qui sont soumises à Ahmed à une indépendance dont elles ne tarderont pas longtemps à aller faire le sacrifice dans les mains de l'émir qui les avoisine. Nous ferons l'anarchie, et l'anarchie fera la puissance d'Abdelkader. Voilà du moins ce qu'on peut entrevoir de loin, et dans l'ignorance où nous sommes des détails. Ce qu'il est permis d'affirmer, dès à présent avec certitude, c'est que nous ne pouvons souffrir que toutes les tribus arabes de la Régence reconnaissent jamais le même chef. C'est déjà beaucoup trop peu de deux. Notre sécurité présente et le soin de notre avenir exigeraient qu'il y eût 3 ou 4 au moins. Indépendamment des tribus sur lesquelles il est de notre intérêt de ne chercher à exercer, quant à présent, qu'une influence indirecte, il y a une partie assez considérable du pays que notre sécurité, aussi bien que notre honneur, nous oblige à conserver sous notre puissance immédiate et à gouverner sans intermédiaire. Là se trouve une population française et une population arabe à faire vivre paisiblement dans les mêmes lieux. La difficulté est grande et je suis bien loin pourtant de la croire insurmontable. Je ne prétends pas entrer ici, monsieur, avec vous dans le détail des moyens dont on pourrait se servir pour atteindre ce but. Il me suffit d'indiquer en gros ce qui me paraît être la condition principale du succès. Il est évident pour moi que nous ne réussirons jamais ni nous entreprenons de soumettre nos nouveaux sujets de l'Algérie aux formes de l'administration. Attendez, on descend encore. Ouais, je suis à la page 10, il y en a encore 4. Je vous ai lu la grande partie, vous allez continuer à lire. Je vous ai lu l'essentiel. Hein ? Le pouvoir français, c'est lui qui a mis en exergue Abdelkader, que vous le vouliez ou non. Et maintenant, je vous ai donné assez de sources comme ça pour que vous... et assez de pistes pour que vous vous mettiez à lire un petit peu et à vous instruire. Salam alaikum. Je suis un peu fatiguée là.